Comment savoir si un immeuble est rentable avant de l'acheter? Sur 10 immeubles que tu vois en vente aujourd'hui, 9 sont de mauvais deals. Et si tu ne sais pas faire la différence, tu vas en acheter un. Aujourd'hui, je te donne la méthode pour ne jamais te tromper. La question que j'entends le plus, comment je sais si c'est un bon deal? Les chiffres ils ont l'air corrects, mais je ne suis pas sûr. J'ai peur de payer trop cher et je comprends. Parce qu'un mauvais deal, ça te coûte des années. Des années à rembourser une dette qui ne cash flow pas, des années à être bloqué sans pouvoir pour racheter un prochain immeuble. Et le pire, la majorité des mauvais deals, ils ont l'air bons sur la surface. L'erreur classique, tu regardes le prix, tu regardes les loyers, tu divises. Bah, ça a de l'air rentable. Mais tu as oublié les vraies dépenses d'exploitation, le taux d'inoccupation réel, le financement que la banque va réellement accepter. Un immeuble peut avoir l'air rentable sur une annonce et être un désastre financier quand tu grattes les vrais chiffres. La banque, elle va le voir. Et si la banque te dit non, le deal est mort de toute façon. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Thierry Collet, investisseur immobilier depuis plus de 10 ans. J'ai bâti un parc immobilier de plus de 50 millions d'actifs au Québec, en République et au Mexique. Ma mission, c'est de rendre l'éducation financière accessible. Ce qu'on aurait dû apprendre à l'école, c'est ça que je veux t'apprendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 chiffres à analyser en priorité sur n'importe quel type d'immeuble. Comment lire un deal comme la banque le lit et un filtre rapide pour savoir en 10 minutes si ça vaut la peine d'aller plus loin. À la fin, tu vas pouvoir regarder n'importe quelle annonce et savoir en quelques minutes si c'est un deal ou si c'est une perte de temps. Voici 3 données importantes à analyser dans un projet immobilier. Alors, on ne se le cachera pas, l'immobilier, c'est des revenus, c'est des dépenses, c'est une entreprise. Donc, lorsqu'on parle des revenus, assure-toi que ce que tu vois sur Internet sur la fiche de l'immeuble, ce soit bien des revenus réels et non des revenus potentiels. On veut savoir quel est le réel montant d'argent que l'immeuble peut générer. Il peut y arriver qu'un courtier immobilier ou un propriétaire va établir une valeur locative sur un logement qui actuellement est vacant. Mais toi, quand tu vas acheter l'immeuble, il faut que tu sois capable de relouer à ce prix-là. Donc, le premier chiffre que je vais regarder, c'est les revenus qui ont été déclarés. Est-ce qu'ils sont réels ou est-ce qu'ils sont potentiels? Moi, je veux toujours acheter un immeuble avec des revenus réels. Le chiffre numéro 2 que je vais regarder, ce sont les dépenses. Comme tu le sais, c'est beau les revenus, mais si on a trop de dépenses, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aller vérifier. Est-ce que le montant qu'on m'a déclaré des taxes est à jour, est valide? Quel va être le coût de ma prime d'assurance versus celle que le propriétaire a? Est-ce qu'il y a des dépenses liées à l'entretien du bâtiment, des contrats de service, déneigement, pelouse? Donc, toutes les dépenses d'exploitation, je dois les prendre en considération dans mon calcul. L'indicateur numéro 3, donc la donnée numéro 3 que je vais regarder, ça va être le revenu net normalisé. Alors, c'est la relation entre mes revenus, mes dépenses d'opération réelles et mes dépenses normalisées. Donc, je vais porter attention à savoir, OK, c'est beau, j'achète mon 6 logements. Par contre, est-ce que j'ai prévu un budget d'entretien et de réparation? Est-ce que j'ai prévu un budget de conciergerie? Est-ce que j'ai prévu un montant pour l'inoccupation ou les mauvaises créances? Donc, toutes mes dépenses normalisées vont venir me donner un revenu net normalisé. Et avec ça, je vais être en mesure de comprendre d'autres données comme le TGA, la valeur économique. Donc, si tu comprends bien, dans le multilogement, la banque regarde l'immeuble comme une entreprise. On a des revenus. Il faut s'assurer que les revenus soient bel et bien la réalité du marché. Ensuite, on regarde les dépenses d'opération et on regarde les dépenses normalisées. Ça nous donne ensuite un revenu net normalisé. Comment faire la lecture d'un immeuble en 3 étapes? La première étape, c'est de regarder le passé de l'immeuble. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le passé? C'est durant les dernières années, quels étaient les prix des loyers? Quelles étaient les données démographiques de la région? Quelles étaient les dépenses? Donc, on veut aller chercher toutes les données du marché et de l'immeuble qui se sont passées. Ensuite, on veut regarder, en deuxième lieu, qu'est-ce qui se passe avec l'immeuble aujourd'hui. Donc, généralement, lorsque vous achetez l'immeuble, vous achetez les locataires qui viennent avec et les dépenses qui viennent avec. Donc, on veut regarder précisément, en date d'aujourd'hui,
quels sont les revenus et les dépenses? On s'entend que, vu que j'achète l'immeuble pour le présent et pour le futur, les informations du passé, c'est eux qui sont, entre parenthèses, les moins importantes. Mais elles me donnent de l'information pour me structurer la suite. Donc, une fois que j'ai regardé mes revenus et mes dépenses actuelles, je peux ensuite faire l'étape la plus importante, la troisième, qui est les projections du futur. Quels vont être mes futurs loyers, mes futures dépenses? Quel est mon potentiel à refinancer? Est-ce que mon projet est rentable? Donc, rappelez-vous, on n'achète jamais un immeuble pour aujourd'hui, on l'achète pour demain. Je veux comprendre ce qui s'est passé, analyser ce qui s'est fait aujourd'hui et projeter ce que je peux faire avec dans le temps. Comment calculer un cash flow rapidement? Alors, lorsque tu regardes un immeuble puis tu veux avoir une idée de cette rentabilité-là mensuelle, voici ce que je te suggère. Sur la plupart des sites comme Centris où les courtiers annoncent leur propriété, il y a une calculatrice hypothécaire et également, on a accès aux dépenses. Donc, si on achète un immeuble et que cet immeuble-là génère 4 000 $ de revenus locatifs par mois, donc on a un quadruplex avec 4 loyers à 1 000 $ par mois, on a 4 000 de revenus. Si je regarde par la suite mes dépenses, je vais avoir une hypothèque à peut-être 2 500. Je vais peut-être avoir des taxes municipales, taxes scolaires, assurances qui vont revenir à 1 000 $ par mois. Donc, si j'ai 3 500 de dépenses et 4 000 $ de revenus, je sais que j'aurai 500 $ de cash flow mensuel. Bien entendu, on peut toujours ajuster avec la réalité, ce qui est l'entretien-réparation, la conciergerie, la vacance mauvaise créance et la gestion si applicable. En général, on veut être capable de savoir, quand j'achète l'immeuble, est-ce que je suis capable d'augmenter les revenus et de diminuer les dépenses pour créer de la valeur dans le temps? Le cash flow d'aujourd'hui, c'est pas ce qui m'importe. C'est qu'est-ce que je peux faire avec la valeur dans le temps qui est le plus important en immobilier. Voici les red flags à éviter absolument. Un vendeur qui refuse de prouver les revenus locatifs. Vous trouvez un logement, le logement est affiché avec une valeur locative. Mettons, c'est un triplex, puis il y a un 5,5 qui est affiché à 2 500 $ de valeur locative. Vous demandez au vendeur, parfait, prouve-moi que tu l'as vraiment loué à ce prix-là, puis il refuse de collaborer. Donc ça, ce serait un red flag. Ensuite, ce qui pourrait être un autre red flag, ce serait de voir des dépenses qui sont réellement trop basses. Exemple, j'ai un immeuble de 12 logements où est-ce que je fournis l'hydro, le chauffage, l'électricité et l'eau chaude, puis il me dit qu'il y a une dépense de 1 000 $ pour l'année. À ce moment-là, j'aurais un petit doute avec sa dépense. Même chose avec un contrat de déneigement à 50 $ pour l'année. Ensuite, il faut être très conscient que les loyers du marché peuvent évoluer. Donc, il est possible aussi que votre vendeur réussisse à louer des logements à un prix que vous ne serez pas capable de relouer. Donc, ça également, c'est un red flag, c'est quelque chose à regarder. Puis, le dernier red flag qui est le plus red, c'est lorsqu'un vendeur fait des travaux avec des mauvaises intentions. C'est-à-dire qu'il vous vend un immeuble qui a été rénové, mais tout a été fait tout croche. On a tourné les coins ronds, on n'a pas utilisé le code du bâtiment, on n'a pas utilisé de la main-d'œuvre qualifiée pour sauver des coûts, on a pris des matériaux de basse qualité. Donc, tout ce genre de choses, ça serait le pire des red flags selon moi. Donc, guys, avec ce que je viens de vous partager, vous comprenez maintenant qu'un investisseur qui maîtrise l'analyse ne se fait jamais avoir. Parce qu'il ne regarde pas le bâtiment, il regarde les chiffres. Et les chiffres, ça ment pas. Si cette vidéo t'a aidé, la prochaine étape, je t'explique comment te faire financer selon ton profil et ta situation. Et si tu veux qu'on regarde ensemble ta situation pour que tu puisses démarrer, le lien est juste en dessous. À bientôt!